Imaginez un univers où pour se déplacer, on emprunte des trous de verre, des passages qui sont comme des raccourcis à travers l'espace-temps. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que les trous de verre ne sont pas impossibles. On les a étudiés, théorisés et on pense qu'ils peuvent exister. Mais alors, qu'en est-il concrètement ? Est-ce qu'on peut voyager dans le passé grâce à ces trous de verre ? Combien de temps durerait un voyage et comment même sont-ils possibles ? Comment imaginer qu'un jour, on sera possiblement capable de voyager vers d'autres galaxies, aller à la rencontre d'autres exoplanètes et visiter de nouveaux systèmes. Tout ça sans passer par le chemin traditionnel. Il suffirait d'emprunter un couloir qui nous ferait voyager au sein même du tissu de l'espace-temps. On voyagerait dans les coulisses de cet espace-temps à 4 dimensions que nous ne pensions jamais accéder. Les trous de verre, c'est comme si l'univers avait replié son immense toile pour permettre la rencontre improbable entre deux points distants, deux régions qui sont normalement inatteignables l'une de l'autre, à cause de leur distance folle. Imaginez qu'un jour ce concept totalement fascinant ne soit plus un fantasme scientifique, mais qu'il soit bien réel. En empruntant des trous de verre, on pourrait explorer les confins de notre propre galaxie, ou même de notre propre univers. Le problème des distances ne serait plus un problème, et donc plus besoin de tenter d'atteindre des vitesses phénoménales pour se déplacer vite. Sauf que ça soulève de nombreuses questions. Est-ce que les trous de verre seraient suffisamment stables pour qu'on puisse les traverser ? Est-ce qu'on subirait des effets à la fois physiques et temporels ? Alors pour répondre à toutes ces questions, revenons-en aux sources, à la base de tout, d'où vient cette théorie ? Tout part de la théorie de la gravitation. Newton, en 1687, explique ce qu'est la force de gravité. Une pomme lui serait tombée sur la tête d'après ce qu'on raconte, et c'est comme ça qu'il eut compris que ce qui attirait la pomme vers le sol était le même phénomène qui permettrait à la Lune de tourner autour de la Terre, grâce finalement à la gravité. Il l'imaginait comme une force qui agissait à distance et qui était uniquement attractive. Et justement, ça fonctionne. Et ça fonctionne toujours d'ailleurs parce qu'on l'utilise encore aujourd'hui. À l'heure actuelle, la NASA et les autres agences spatiales utilisent toujours les équations de Newton pour envoyer un satellite en orbite par exemple. Newton a donc compris que le mouvement d'une pomme qui tombe ou de la Lune qui orbite autour de la Terre, c'était strictement pareil. La pomme tombe sur Terre parce que la gravité l'attire. La Lune tombe sur la Terre parce que la gravité l'attire. Sauf qu'elle ne s'écrase pas sur Terre en raison de sa vitesse de rotation. Mais cette histoire n'est pas toute rose. Les physiciens de l'époque remarquaient quelques problèmes qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, comme par exemple la précession de Mercure. Pour faire simple, comme Mercure est la planète la plus proche du Soleil, elle est plongée dans un champ gravitationnel plus intense, puisqu'elle est fortement attirée par le Soleil. Et donc son orbite est assez elliptique, c'est-à-dire qu'elle décrit plus une ellipse qu'un cercle autour du Soleil, et son orbite change constamment de direction. On dit qu'elle précesse. Ça on le comprenait, mais on n'arrivait pas à l'expliquer grâce aux équations de Newton. En parallèle, un gars parmi tant d'autres, nommé Albert Einstein, remarque plusieurs détails, comme par exemple le fait que cette force, comme elle était décrite à l'époque, semblait agir de manière instantanée. C'est-à-dire que, par exemple, si le Soleil disparaissait, la Terre partirait donc en ligne droite, mais ce, immédiatement dès la disparition du Soleil. Et c'est logique puisque nous, on ne tournerait plus autour du Soleil. Mais ça donc, on est censé le voir immédiatement après la disparition du Soleil. Et ça, c'est pas normal. C'était inconcevable pour l'un des pères de la théorie de la relativité restreinte, car il a postulé en 1905 que rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Pour faire simple, dans tout l'univers, n'importe où, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Si le Soleil disparaissait, on ne serait plus éclairé sur Terre seulement 8 minutes après sa disparition. Alors pourquoi il y aurait une exception pour la force gravitationnelle ? Pourquoi cette force irait plus vite que la lumière ? Ce serait illogique que la Terre change de mouvement de manière immédiate. Einstein va donc travailler 10 années pour concevoir la théorie la plus folle jamais conçue à ce jour. Il va expliquer en prenant en compte la loi de la gravitation de Newton, mais en y ajoutant ses effets relativistes, la théorie la plus importante de l'histoire de la cosmologie. Et ça, il le publie en 1915 sous le nom de la relativité générale. C'est cette théorie qui va poser l'un des piliers de notre compréhension de l'univers. Bon, là vous allez me demander, c'est quoi le rapport avec les trous de verre ? Eh bien vous inquiétez pas, on va en parler juste après. En fait, c'est juste pour comprendre les trous de verre, il faut forcément passer par là. La théorie de la relativité générale, elle repose sur un principe très simple, qu'on appelle le principe d'équivalence. D'ailleurs, ce principe, c'est pour Einstein la plus merveilleuse de ses idées, et elle comporte 2 cas. Le premier, imaginez que vous êtes en chute libre. Si on néglige les frottements de l'air, donc vous ne ressentez plus l'air qui vous tape le visage pendant que vous tombez. Et plus rien ne peut vous retenir. En gros, votre parachute vous sera inutile, puisque dans ce cas-là, l'air ne vous portera pas. Et bien dans ce cas-là, si vous êtes en chute libre et qu'on néglige les frottements de l'air, eh bien vous ne sentez plus votre poids, et vous tombez à la même vitesse que n'importe quel objet, même une plume. C'est exactement comme ce qu'avait prédit Galilée. En vérité, le fait qu'une plume tombe doucement,
c'est parce qu'elle est portée par l'air. Mais si vous enlevez ça, eh bien la plume tombera à la même vitesse qu'un caillou ou même qu'une voiture. Et finalement, et là c'est la phrase la plus importante, vous aurez l'impression d'être en apesanteur. Si par exemple on vous met dans une cabine où il n'y a aucune fenêtre pour voir l'extérieur et que la cabine tombe en chute libre, eh bien vous n'aurez aucun moyen de savoir si vous êtes en chute libre ou si vous êtes en apesanteur. Puisque là pour le coup vous ne sentirez pas les frottements de l'air puisque vous êtes dans une cabine. Bref, vous l'aurez donc compris, il y a donc une équivalence entre la chute libre et l'apesanteur. Et le cas numéro 2 de ce principe va donc nous permettre de comprendre la théorie. Quand vous êtes sur Terre, vous êtes constamment attiré par la Terre. Constamment, votre corps, vos pieds, vos jambes sont attirés par le centre de la Terre et tout ça à une vitesse de 9,8 mètres par seconde. Si on parle de vitesse, c'est pas pour rien. Imaginez maintenant que vous êtes dans un vaisseau spatial, quelque part dans l'espace, et que d'un seul coup, le vaisseau se met à accélérer à une vitesse de 9,8 mètres par seconde. Et s'il accélère vers le haut à cette vitesse-là, eh bien vous serez collé au plancher, comme sur Terre. En fait, typiquement, vous aurez l'impression d'être sur Terre. Enfin du moins, vous le ressentirez comme tel. On a donc d'un côté la gravitation, quand vous êtes sur Terre, et de l'autre côté, l'accélération. Il y a donc là aussi une équivalence entre gravitation et accélération. Ces deux idées très simples vont poser les bases de la théorie de la relativité générale. On parle là en fait d'une théorie géométrique de la gravitation. C'est-à-dire qu'on va imaginer la gravité comme une illusion, enfin du moins pas comme une force. La gravitation deviendra maintenant une conséquence de la déformation géométrique de l'espace-temps selon son contenu en masse et en énergie. Cette déformation géométrique, on la connaît beaucoup plus sous le nom de courbure de l'espace-temps. Les calculs de la relativité générale sont relativement complexes, mais même 100 ans après, elle résiste toujours aux objections et aux tests qu'on lui fait passer. Depuis le début, je vous parle de l'espace-temps sans vraiment vous expliquer ce que c'est. L'espace-temps, c'est la trame de l'univers. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de grille imaginaire sur laquelle tous les objets astrophysiques de l'univers sont contenus. Les trous noirs, les planètes, les magnétars, les étoiles, les nébuleuses, enfin bref, tout ce qui existe. Et qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas quelque chose de matériel. L'espace-temps n'a pas de masse ou de masse volumique, c'est pas un fluide. En fait, c'est rien de tout ça, c'est vraiment quelque chose de mathématique. C'est comme un outil mathématique qui nous permet donc de comprendre tous ces phénomènes-là. Et l'espace-temps, c'est donc un continuum à 4 dimensions, donc 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Alors ça peut paraître surréaliste 4 dimensions, mais en fait, il y a les 3 dimensions d'espace qu'on connaît, au bas, gauche, droite, et avant-arrière, plus la dimension temporelle. La dimension temporelle est moins intuitive, mais elle est tout aussi importante. Elle représente l'écoulement du temps, et le temps qui passe et qui défile. Nous pouvons nous déplacer dans le temps dans un sens, mais nous ne pouvons pas le contrôler. C'est pour ça qu'elle est moins intuitive, puisque on n'a aucun impact sur cette dimension. Si vous avez vu ma vidéo sur l'espace-temps, vous le savez déjà, mais l'espace-temps peut se courber sous l'effet d'une masse. Et donc il se courbe dans ses dimensions à la fois spatiales et à la fois temporelles. C'est-à-dire qu'un corps massif va déformer l'espace-temps et toutes les lignes de la grille les plus proches de l'astre vont être déformées pour converger vers son centre. Inévitablement, tous les objets de l'univers, n'importe lequel, et même la lumière, vont donc suivre ces lignes et suivre ces courbures. Et ces lignes, qu'on appelle les géodésiques, sont des lignes droites dans un plan courbé. Du point de vue d'un objet qui se dirige vers un astre, c'est tout droit, mais d'un point de vue extérieur, on voit que c'est courbé et que l'objet en question est dévié. En gros, c'est exactement comme le fameux drap qu'on tend et les billes qu'on place sur ce drap, que j'ai d'ailleurs fait dans ma vidéo sur l'espace-temps. Alors finalement, comment on a théorisé les trous de verre à partir de tout ça? Bon, vous avez compris que si on parle de la relativité générale, c'est pas pour rien, puisque tout part de là. Mais sauf qu'on n'a pas tout de suite théorisé les trous de verre. Il a fallu du temps aux scientifiques pour comprendre cette théorie et l'interpréter pour la définir comme base solide de la cosmologie. Finalement, on arrive en 1935. En explorant cette théorie, Einstein découvre qu'il y a des zones de flou. Il s'associe avec Nathan Rosen, un autre physicien, pour tenter de les comprendre. En approfondissant tout ça, il découvre qu'il y a comme des singularités dans l'espace-temps, c'est-à-dire des zones ou des points dans l'espace-temps où les champs gravitationnels sont infinis et où les lois de la physique semblent s'effondrer. Vous l'aurez compris, on parle par exemple du centre des trous noirs. Le point au centre d'un trou noir correspond à une singularité. La réponse est déjà écrite, on ne sait pas ce qu'il s'y cache. Le problème, c'est qu'on a besoin d'obtenir une réponse, et donc pour ce faire, on va comme lisser ces singularités. Donc on va tenter de les expliquer, de les transformer pour qu'ils ne soient pas que des simples points dans l'espace-temps qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme ça, de manière logique, en manipulant les équations d'Einstein, qu'on parvient à théoriser les ponts d'Einstein-Rosen. Autrement dit, des trous de verre. On parle là donc d'un tunnel qui relie deux régions de l'espace-temps. Tout ça, c'est donc théorisé mathématiquement. Il existait une équation qui représentait les trous noirs et leurs courbes dans l'espace-temps. En inversant cette équation, on peut obtenir une version négative
toujours conformes à la théorie, qui admet donc comme des trous noirs inversés. Si on relie les deux, on obtient des trous de verre. On peut ainsi supposer que l'entrée du trou de verre est un trou noir et la sortie est un trou blanc. Un trou noir absorbe la matière qui la ressort d'un autre côté par un trou blanc qui rejette la matière. Sur le papier, tout paraît mathématiquement cohérent. C'est pour cette raison qu'on en parle encore aujourd'hui, puisque mathématiquement, c'est possible. Et si certains y croient, c'est parce que dans l'histoire, on a beaucoup théorisé les choses mathématiquement pour ensuite obtenir des preuves observationnelles. Donc là, le meilleur exemple, ce serait par exemple les trous noirs ou la fusion des trous noirs, qu'on a d'abord théorisé mathématiquement, et après, qu'on a pu observer. Enfin, observer entre guillemets, puisqu'on ne peut pas voir un trou noir, c'est évidemment des preuves indirectes. Étant donné qu'on utilise encore aujourd'hui la relativité générale pour décrire notre univers, eh bien oui, on peut supposer que mathématiquement et physiquement, les trous de verre puissent exister. Mais attention, on n'en a jamais observé et on n'a jamais eu la moindre trace qui pourrait justifier de leur existence physique. Donc, ça reste encore une théorie spéculative. Avec tout ça, on peut se demander de quoi sont composés les trous de verre. Comme on l'a dit précédemment, ils sont le fruit d'une courbure très particulière de l'espace-temps. Donc en fait, ils sont composés de rien de matériel puisque l'espace-temps lui-même n'est pas de la matière en tant que telle. Alors à savoir, la structure des trous de verre, c'est quelque chose de encore très mal compris. On ne sait même pas s'ils existent physiquement. Alors tout ça ne résulte que de compréhension des équations mathématiques. La structure d'un trou de verre est souvent représentée de manière schématique en utilisant des diagrammes spatio-temporels. On le représente avec une gorge qui relie deux bouches ou deux extrémités. La gorge, c'est le tunnel lui-même, c'est le couloir qui relie les deux régions. Les deux extrémités, ce sont les bouches qui correspondront alors aux deux endroits différents de l'espace-temps. Bon, tout ça c'est bien, mais ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que des trous de verre, il en existe plusieurs types. En fait, il y a plusieurs réponses aux équations d'Einstein, plusieurs solutions, et donc plusieurs types de trous de verre. En premier, on a le plus connu, le trou de verre de Schwarzschild ou le pont d'Einstein-Rosen. C'est le trou de verre le plus connu, le plus simple, et celui qu'on a théorisé en premier. Le problème qu'on rencontre avec ce type de trou de verre, c'est qu'il est trop instable, et sa gorge se referme rapidement, avant même qu'une particule puisse la traverser. En fait, plus on avance dans la gorge du trou de verre, plus il devient étroit, et de plus en plus étroit jusqu'à même se refermer. Même si tu pouvais aller à la vitesse de la lumière et que tu fonçais vers le trou de verre, eh bien, même avant que tu arrives, le trou de verre se serait déjà refermé. On appelle ça la censure topologique. Donc en fait, si une particule veut traverser le trou de verre d'Einstein-Rosen, eh bien elle se retrouvera bloquée et tombera vers la singularité, et disparaîtra à tout jamais. Vous avez donc compris ce que je veux vous dire, c'est que le trou de verre dont on parle depuis le début de cette vidéo n'est pas traversable. Et en fait, tout ça, c'est à cause de sa gravité. Il s'effondre sur lui-même parce que sa gravité est trop importante. Mais pas de panique, comme je vous l'ai dit, il en existe plusieurs types. Si le trou de verre n'est pas traversable à cause de sa gravité, il faut trouver un autre type de trou de verre qui peut compenser cette gravité. Et donc en gros l'empêcher de s'effondrer gravitationnellement pour qu'il soit traversable. Ça justement, c'est un second type de trou de verre, le trou de verre de Maurice Thorne. C'est Michael Morris et Kip Thorne qui l'ont proposé en 1988. Les années passent et il y a un moment dans la carrière de Kip Thorne où il va oser s'aventurer dans des territoires qui, à première vue, ressemblent plus à de la science-fiction qu'à de la science dure. Et c'est justement ce qui est incroyable avec lui. Il n'a jamais eu peur de poser des questions qui paraissent folles, du genre « et si l'espace-temps pouvait faire ça ?» ou « et si une équation ouvrait une porte vers quelque chose qu'on n'imaginait pas ?» Et c'est exactement dans cet état d'esprit qu'il s'est attiré beaucoup plus sérieusement aux trous de verre et au voyage temporel. L'idée existait déjà dans les équations. Certains physiciens l'avaient même évoquée. Mais c'était resté flou, presque anecdotique. Thorne, lui, a décidé d'étudier ça plus en détail. Avec ses étudiants et ses collègues, il a cherché à savoir, est-ce que ces objets peuvent exister physiquement? Et si oui, sous quelles conditions? Et là, on touche au cœur de son approche. Il ne se contente pas de dire « c'est impossible » ou « c'est absurde ». Il prend les équations d'Einstein au sérieux, il les pousse dans leurs limites. Ce trou de verre est aussi mathématiquement possible puisque c'est une solution qui est en accord aux équations de la relativité générale. Et surprise, lui il est traversable, et donc il pourrait nous permettre de voyager d'une région à une autre. Sa structure est identique avec le trou de verre qu'on a vu juste avant, mais juste que lui, c'est pas un trou de verre gravitationnel, et donc il est traversable. Le trou de verre d'Einstein-Rosen se refermait puisqu'il s'effondrait sur lui-même sous l'effet de sa gravité. Mais si on résout ce problème d'effondrement gravitationnel, alors on permet au trou de verre d'être traversable. Mais comment on fait dans ce cas? Et bien pour ça, les deux physiciens vont supposer la présence d'une nouvelle matière, une matière exotique. Dans notre univers, tout ce qu'on voit avec nos yeux et tout ce qu'on peut toucher est composé de matière ordinaire. C'est celle qu'on connaît,
et qu'on comprend. Mais il pourrait exister une autre forme de matière avec une densité d'énergie négative. Ça voudrait dire que plus ce type de matière s'agglomère dans un endroit, plus sa densité négative augmente, mais dans les négatifs. Donc en fait, c'est l'inverse de ce qu'on connaît avec la matière ordinaire. Plus la matière ordinaire s'agglomère dans un endroit, plus sa densité augmente, mais là, dans les positifs. C'est ça même qui va courber l'espace-temps et augmenter le champ gravitationnel d'un astre. Mais bref, justement, c'est l'inverse avec cette nouvelle matière exotique. Plus sa densité augmente mais dans les négatifs, et plus il va en résulter une gravité inversée. Au lieu d'attirer la matière, elle va la rejeter vers l'extérieur. Et donc, s'il y a cette forme de matière dans les trous de verre, eh bien, elle va empêcher le trou de verre de s'effondrer. Étant donné qu'une singularité, c'est quelque chose de très dense, eh bien, cette matière va agir comme une force antigravitationnelle. Ça va contrebalancer cet effondrement et permettre au trou de verre d'être traversable. Mais est-ce que ce type de trou de verre est stable pour autant ? On ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait même pas si cette matière existe. On peut la supposer, c'est sûr, mais effectivement, ce trou de verre est traversable seulement si cette matière existe. En fait, on a comme deux hypothèses en une seule. Si on veut faire de tels voyages, il faut d'abord que les trous de verre existent, et il faut en plus que cette matière existe. Deux choses bien différentes et dont on n'a aucune trace physique pour ces deux-là. Mais il existe un autre type de trou de verre. C'est celui qu'on appelle le trou de verre de Kerr. Lui aussi, évidemment, comme tous les autres, il est mathématiquement possible et il colle aux équations d'Einstein. Il a été formulé par le physicien néo-zélandais Roy Kerr en 1963 et il représente une extension du trou noir de Kerr qui lui-même est une généralisation du trou noir de Schwarzschild. Le trou de verre de Kerr se caractérise par plusieurs propriétés qui découlent directement du trou noir et de sa rotation qu'on va appeler la métrique de Kerr. La métrique de Kerr, c'est ce qui décrit la géométrie de l'espace-temps autour d'un astre comme un trou noir en rotation rapide. Elle prend donc en compte non seulement la masse du trou noir avec la courbe, mais aussi sa rotation. Donc en gros, la métrique de Kerr, c'est d'expliquer qu'un objet comme un trou noir va courber l'espace-temps, mais aussi, de par sa rotation, il va créer une torsion. C'est exactement en fait comme un entonnoir qui tourne. Le Soleil, lui, il tourne sur lui-même, et donc il peut courber sa région de l'espace-temps et créer une torsion. Si le trou noir qui est la porte d'entrée du trou de verre tourne sur lui-même, eh bien, on ne va plus avoir une singularité qui est ponctuelle, donc comme un point qui représente la singularité, mais là, comme un anneau. En fait, c'est quelque chose de logique, puisque le trou noir tourne sur lui-même, donc l'espace-temps est tordu, et ça va créer un anneau. Cet anneau en rotation, on va le nommer l'anneau de Kerr, et c'est ça qui va permettre de passer d'une région à une autre. Alors, il faut savoir que les chercheurs se posent encore des questions sur ce type de trou de verre, à savoir s'il est stable. Étant donné qu'on ne parle plus de singularité comme des points, mais plutôt comme un anneau, certains scientifiques pensent que ce type de trou de verre pourrait être stable. Et pour ça, il faudrait que le trou de verre tourne suffisamment vite sur lui-même. Alors personnellement, c'est ce type de trou de verre là qui m'inspire le plus. C'est celui qui me paraît le plus réaliste, et parce qu'il ne fait pas forcément appel à la matière exotique. Ça enlève alors le problème de partir d'un postulat qui n'est pas fondé sur l'existence d'une matière exotique. Il y a un autre type de trou de verre qui découle directement de la théorie des supercordes pensée dans les années 1990. Mais en gros, on dit qu'au moment du Big Bang, des fluctuations quantiques ont eu lieu dans le champ de l'inflaton. Et ces fluctuations, qui sont en fait des variations à l'échelle quantique, donc une échelle extrêmement petite, auraient permis aux trous de verre d'exister. Ces trous de verre-là auraient été liés par des cordes cosmiques qui sont un peu comme des tunnels, qu'on appelle aussi trous de verre de fluctuation. Avec l'expansion de l'univers, ces cordes grandissent et forment maintenant un immense réseau. Pour comprendre, imaginez par exemple une pomme qui est creusée d'un bout à l'autre par un asticot. Vous êtes d'accord, ça va former comme une sorte de tunnel dans la pomme. On va maintenant imaginer que ce tunnel, c'est une corde, et maintenant multiplions le volume de la pomme par 3. Ça représente justement l'expansion de l'univers, et si on fait ça, la corde à l'intérieur ou le tunnel va donc grandir et tripler sa longueur. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre univers avec ces trous de verre traversables. Mais évidemment, ce ne sont que des spéculations, rien n'est prouvé et ce n'est possible que mathématiquement. Dans les films comme Interstellar par exemple, on parle bien des trous de verre. À un moment dans le film, l'équipage du vaisseau utilise un trou de verre situé à proximité de Saturne pour se rendre dans une région où s'y trouvent plusieurs mondes habitables. D'ailleurs, pour l'anecdote, Christopher Nolan, qui était donc le réalisateur du film, a collaboré avec Kip Thorne qui l'a aidé à représenter les trous de verre et d'autres phénomènes qu'on voit dans le film. Donc oui, du coup, ce qu'on voit dans Interstellar, le trou de verre, est correct scientifiquement parlant. Mais il faut pas oublier qu'on n'a aucune preuve de l'existence de ces trous de verre. On ne sait pas comment les imaginer et comment vraiment les représenter. C'est juste notre imagination. Bref, la question principale déjà, c'est est-ce qu'un trou de verre même est traversable? Est-ce qu'il est assez stable pour qu'on puisse le traverser? Bah évidemment ça, on n'aura peut-être jamais la réponse. Si on part du principe que les trous noirs sont les portes d'entrée des trous de verre, on pourrait par exemple y envoyer une sonde et tenter de les étudier. Mais le problème, c'est que on ne recevrait plus le signal une fois la sonde entrée dans le trou noir. On ne pourrait même pas non plus s'y rendre,
puisque même le trou noir le plus proche de la Terre est déjà trop loin. À l'heure actuelle, le plus proche, il est à 1500 années-lumière de la Terre, donc ce sera un voyage de plusieurs milliers, voire même millions d'années. Autant dire que par cette distance, on a peu de chance d'y aller un jour. Finalement, peut-être que les trous de verre ne resteront qu'un fantasme scientifique qui ne sont possibles que mathématiquement. Jusqu'ici, on a vu que les trous de verre sont des ponts hypothétiques, des tunnels à travers l'espace-temps qui pourraient relier deux endroits très éloignés dans l'univers. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est qu'un trou de verre pourrait, en théorie, ne pas seulement relier des lieux, mais aussi deux époques. Autrement dit, un passage dans le temps, un véritable tunnel temporel. Mais pour comprendre comment ça fonctionne, il faut d'abord faire un détour par la relativité restreinte, et l'un de ses effets les plus étranges, mais les mieux vérifiés, la dilatation du temps. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un terme qui définit un phénomène très concret. Le temps est relatif. Alors oui, c'est une idée contre-intuitive, mais pourtant confirmée expérimentalement. Le temps ne s'écoule pas à la même vitesse pour tout le monde. Si vous voyagez à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps pour vous ralentit par rapport à quelqu'un resté immobile. C'est ce qu'on appelle la dilatation temporelle. Et ça, on a pu le vérifier avec diverses expériences. Par exemple, on a déjà vérifié et validé la dilatation du temps avec des horloges atomiques, donc qui sont en fait les horloges les plus précises au monde. Imaginez une horloge qui resterait sur la terre ferme, alors que l'autre serait envoyée dans un avion ultra rapide. Et résultat, à leur retour, l'horloge envoyée à grande vitesse est décalée de quelques nanosecondes en arrière par rapport à celle restée au sol. Et là, c'est fou. Parce que ce décalage minuscule, insignifiant, a été créé à partir de la vitesse atteinte par des machines humaines. Mais il devient absolument énorme à des vitesses proches de celles de la lumière. Alors vous inquiétez pas, on va prendre un exemple bien connu que j'ai moi-même bien utilisé. L'exemple des jumeaux. Alors on va imaginer deux jumeaux. L'un reste sur Terre et l'autre part dans une fusée. Il voyage à 99,99% de la vitesse de la lumière pendant quelques années. Puis, il revient sur Terre comme si de rien n'était. Pour lui, quelques années se sont écoulées. Mais pour son frère, sur Terre, plusieurs siècles ont pu passer. Ils étaient synchronisés, et la vitesse de l'un par rapport à l'autre a complètement brouillé les repères temporels, de l'un pour l'autre. Il y a eu une désynchronisation dans le temps. Et c'est là que les trous de verre deviennent intéressants. Parce qu'on peut importer ce même principe pour les trous de verre. Imagine que tu possèdes un trou de verre traversable, donc c'est-à-dire un tunnel dans l'espace-temps avec deux extrémités qu'on appelle des bouches. Imaginons que tu laisses une bouche sur Terre. Elle sera posée là en attendant que quelque chose la traverse. Quelque chose ou quelqu'un. Maintenant, on va prendre l'autre bouche et on va l'embarquer dans un vaisseau spatial ultra rapide. Si rapide qu'il se rapproche de la vitesse de la lumière. La vie poursuit son cours et puis tu décides de ramener le vaisseau sur Terre. Exactement comme le paradoxe des jumeaux. Alors, qu'est-ce qu'on observerait ? Eh bien, pour donner un exemple, pour la bouche qui est restée sur Terre, elle s'est écoulée 100 ans. Alors que pour celle qui a voyagé, peut-être seulement 1 an s'est écoulé. Mais la différence ici, c'est que les deux bouches sont toujours reliées par le trou de verre. Cette espèce de tunnel spatio-temporel. Mais comme on l'a vu avec le paradoxe des jumeaux, les bouches ne sont plus synchronisées dans le temps. Et voilà. On vient de créer un passage entre deux époques différentes. Un trou de verre dont une extrémité est connectée à l'année 2125 et l'autre à l'année 2026. Tu peux alors entrer dans la bouche future, traverser le tunnel et ressortir dans le passé. Ou à l'inverse, en fonction du sens du voyage. C'est comme si on avait une porte connectée à un instant plus ancien. Un ascenseur temporel, mais sans câble et sans moteur. Juste un tunnel cosmique figé entre deux horloges décalées. Mais bon, tout ça, eh bien, on est loin d'en être capable. Parce qu'on vient d'en faire une petite démonstration, sur le papier, ça a l'air presque simple, mais en réalité, ce scénario repose sur énormément d'hypothèses. Parce que d'abord, il faut que le trou de verre soit traversable. Or, dans la plupart des solutions d'Einstein, ce n'est pas le cas. Eh bien oui, comme on l'a rapidement dit tout à l'heure, le tunnel s'effondre instantanément. Il est instable. Il se referme tellement vite que même la lumière ne peut le traverser. Mais pour éviter ça, certains modèles théoriques ont proposé d'ouvrir le tunnel à l'aide de ce qu'on appelle de la matière exotique. Une substance hypothétique qui aurait une densité d'énergie négative. Cette matière exotique aurait un effet répulsif sur l'espace-temps, comme une pression inversée, capable de maintenir les parois du tunnel ouvertes. Mais à ce jour,
on n'a jamais observé une telle matière. On en voit des équivalents dans des effets quantiques, comme l'effet Casimir, mais pas à l'échelle nécessaire pour stabiliser un trou de verre. Mais on a un autre gros problème, et celui-ci est technologique. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, il faudrait pouvoir déplacer une des deux bouches à des vitesses relativistes, c'est-à-dire à des vitesses proches de celles de la lumière, ce qui demande une énergie colossale, proche de l'infini. Mais supposons que toutes les conditions soient réunies. Est-ce que ce serait tout de même jouable? Eh bien oui. En théorie, si toutes les conditions étaient réunies, on pourrait créer un pont stable entre deux points dans l'espace-temps, qui resterait donc connecté même si l'extérieur évolue. Ce serait comme une trappe figée dans le sol. Tu ouvres la trappe aujourd'hui et tu vois 100 ans dans le futur. Et à l'autre bout, quand un autre ouvrira la trappe, eh bien, il verra le présent. Mais attention, ce genre de voyage n'est pas rétroactif au-delà de la création du trou de verre. Autrement dit, tu ne peux pas retourner avant le moment où le tunnel a été mis en place. Il ne permettrait pas d'aller rencontrer Napoléon ou même les dinosaures. Tu pourrais seulement naviguer entre le moment de la création et le moment actuel de l'autre bouche. Et c'est logique. Tu ne peux pas remonter à une époque où les bouches n'existaient pas. Donc oui, sur le papier, voyager dans le temps avec un trou de verre est possible. Et le plus fou dans tout ça, c'est que les équations de la relativité générale ne l'interdisent pas. Elles l'autorisent, sous des conditions extrêmes. Mais dans les faits, entre l'instabilité du tunnel, le besoin de matière exotique et les effets quantiques encore mal compris, le voyage dans le temps reste aujourd'hui hors de portée. Et pourtant, ces modèles nous montrent que la frontière entre la science et la science-fiction n'est peut-être pas aussi nette qu'on ne le croit. Et si on pouvait vraiment voyager dans le passé, qu'est-ce que ça impliquerait? Quel paradoxe ça ferait naître? Et surtout, la réalité nous laisserait-elle le faire? Eh bien oui, parce que jusqu'ici, on a vu que les trous de verre temporels sont possibles en théorie. On vient de voir que les équations d'Einstein le permettent. Elles autorisent des tunnels dans l'espace-temps, et même la possibilité de les désynchroniser pour créer une sorte de machine à remonter le temps. Et même si on imaginait un trou de verre parfaitement stable, relié à deux bouches désynchronisées dans le temps, capable de créer un tunnel temporel, il reste une dernière barrière, la logique même de l'univers. Stephen Hawking, dans les années 1990, a proposé une idée très simple, mais très puissante, la Chronology Protection Conjecture. Selon lui, l'univers empêcherait naturellement la création de boucles temporelles. Autrement dit, si un phénomène risque de créer un paradoxe temporel, comme aller tuer son propre grand-père avant sa naissance, alors la nature, d'une manière ou d'une autre, fera en sorte que cela ne se produise jamais. Mais alors comment? Eh bien par exemple en déclenchant une instabilité quantique dès qu'un tunnel temporel commence à apparaître. Des effets de rétroaction violents qui feraient exploser le trou de verre, ou empêcheraient toute tentative de boucle causale. C'est une hypothèse, mais elle est prise au sérieux par de nombreux physiciens, parce qu'elle préserve une chose essentielle, la cohérence logique du monde. Et enfin, il faut souligner un point fondamental. La relativité générale, aussi puissante soit-elle, n'est pas une théorie ultime. Elle décrit parfaitement le cosmos à grande échelle, mais elle échoue parfaitement dès qu'on entre dans les régimes extrêmes. Là où la gravité devient quantique. Et les trous de verre, c'est justement le territoire des extrêmes. Densité énorme, courbure extrême, effet du vide quantique majeur. Autrement dit, pour vraiment savoir si les trous de verre peuvent exister, il nous faut une théorie de la gravité quantique. Une physique capable de réconcilier la relativité et la mécanique quantique. Aujourd'hui, on a des candidats. La théorie des cordes, la gravité quantique à boucle et certaines idées issues de l'information quantique. Mais aucune n'est encore expérimentalement vérifiée. Alors, où en est-on vraiment? Bon, on a vu que les équations d'Einstein autorisent les trous de verre temporels, que la matière exotique pourrait, en théorie, les maintenir ouverts, mais que la réalité physique, elle, résiste. Entre les instabilités, l'énergie négative difficile à produire et les possibles lois cachées qui interdisent les voyages dans le passé, on est aujourd'hui dans une zone floue entre physique théorique et science spéculative. Mais ce flou n'est pas inutile. Il nous pousse à explorer les limites de la réalité, à chercher ce que l'univers permet ou refuse. Et surtout, à poser la question suivante. Si les trous de verre temporels devenaient possibles, quels seraient les risques? Quel paradoxe? Et les conséquences logiques? Eh bien,
c'est ce qu'on va explorer maintenant. Parce qu'admettons un instant que tout fonctionne, que le trou de verre soit traversable, stable et désynchronisé dans le temps. Vous entrez dans une bouche et vous ressortez dans le passé. Alors là, une question immédiate surgit, intuitive et presque inévitable. Que se passe-t-il si vous changez quelque chose? Et surtout, est-ce que vous en avez seulement le droit? Bienvenue dans le royaume des paradoxes temporels. Et pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit, on va prendre le plus célèbre, le paradoxe du grand-père. Vous retournez dans le passé et pour une raison ou pour une autre, vous tuez votre grand-père, avant qu'il ait eu le temps de fonder votre famille. S'il meurt, alors votre père ne naît pas, et donc vous non plus. Mais si vous n'êtes jamais né, vous n'avez jamais vraiment pu remonter le temps pour le tuer. Donc, il est toujours vivant. Donc vous êtes né et vous retournez dans le passé. Et la boucle recommence. C'est une situation logiquement impossible, où cause et effet s'auto-annulent. L'effet détruit sa propre cause. Et, dans ce genre de boucle, la logique s'effondre. Alors c'est pas juste une curiosité philosophique. La physique moderne est basée sur la causalité. Chaque effet a une cause, et rien ne peut arriver avant cette cause. C'est un pilier fondamental des sciences modernes. Mais alors, si au lieu de recréer un paradoxe, on formait une boucle fermée, mais cohérente. Prenons un autre scénario. Vous voyagez dans le passé, mais au lieu de tuer votre grand-père, vous le sauvez d'un accident. Et c'est précisément grâce à vous qu'il survit, rencontre votre grand-mère et fonde votre lignée. Autrement dit, votre voyage est une cause du passé. Il est déjà inscrit dans l'histoire. Cette idée, étrange mais sans contradiction, donne naissance à ce qu'on appelle une boucle causale. L'effet est aussi une cause, et tout se referme sans incohérence. C'est là qu'intervient la proposition du physicien russe Igor Novikov, dans les années 1980. Parce que selon Novikov, tout événement dans une boucle temporelle doit être cohérent avec lui-même. Il est impossible de modifier le passé d'une façon qui entrerait en conflit avec le futur, parce que oui, le passé est fixé. Même si vous le visitez, vous ne pouvez rien y faire qui provoquerait un paradoxe logique. Donc si vous tirez sur votre grand-père, quelque chose vous en empêchera. L'arme s'enraye, il trébuche, ou vous changez d'avis. Mais quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas modifier ce qui vous a mené à votre naissance. Parce que dans cette vision, vous l'avez déjà fait. Et c'est très rassurant pour la logique. Mais ça a un prix énorme. Votre libre arbitre disparaît. Pourquoi ? Eh bien parce que si on retourne dans le passé, et que tout ce qu'on y fera dans le passé est déjà écrit, alors on a un acteur sans improvisation, un pion dans un scénario qui s'est déjà produit. On n'exerce plus votre volonté, on l'accomplit. Mais certains physiciens ne se satisfont pas de cette version ultra déterministe. Ils proposent une autre solution, inspirée de certaines interprétations de la mécanique quantique, celle des mondes multiples. Et si à chaque fois que vous retournez dans le passé et modifiez quelque chose, vous ne changez pas votre passé, mais vous créez un nouvel univers parallèle. Autrement dit, vous venez d'un univers A, où vous allez dans le passé et changez un événement, et ça génère un univers B légèrement différent. Vous avez tué votre grand-père dans cet univers B, mais dans votre lignée temporelle d'origine, rien n'a changé. Vous n'avez fait que bifurquer la réalité. Une branche de l'arbre des possibles. C'est une idée fascinante qui permet d'éviter les paradoxes, mais elle a un énorme défaut. Elle repose sur des hypothèses non testées. Aucune preuve expérimentale ne confirme l'existence d'univers parallèles ou même d'univers miroirs. Et surtout, ça soulève une autre question. Comment passe-t-on d'une branche à l'autre ? La physique aujourd'hui ne sait pas le dire. Mais avec tout ce qu'on a déjà vu, je me permets de lancer une petite hypothèse. Si une boucle nous ramène dans le passé, qu'on ait tué effectivement notre grand-père pour créer l'univers B. Dans ce cas-là, on sera déjà dans l'univers B puisque c'est un univers sans notre grand-père. Donc, de notre lignée. Et c'est comme si, en modifiant notre univers A, on se retrouvait instantanément dans l'univers B. Donc, dès qu'on retourne dans le passé, qu'on y change un événement bien prédéfini, on changerait d'univers. Autre exemple, on est au XXe siècle et vous décidez de revenir en arrière pour aller voir l'ère industrielle parisienne. Et là, pas de chance, votre voiture renverse et tue Gustave Eiffel. Eh bien, félicitations, vous venez de créer un univers dans lequel vous vous trouverez déjà. Un univers sans tour Eiffel, ni statue de la liberté. Mais bref, fin de l'aparté, si la physique classique ne sait pas dire comment passer d'un univers à un autre, la mécanique quantique justement
laisse la porte ouverte à de nombreuses interprétations. Dans certains cas, elle semble suggérer que le futur n'est pas fixé, que plusieurs résultats soient possibles et que le réel se décide au moment de la mesure. Mais attention, la mécanique quantique ne dit rien sur ce qui se passe quand on retourne dans le passé. Elle ne garantit ni la cohérence, ni la liberté totale. Et pour cause, il n'existe aucune théorie complète qui marie le temps, quantique et gravité. C'est un territoire encore flou. Un domaine où les certitudes s'arrêtent et où la spéculation commence. Et du coup, le libre arbitre dans tout ça. C'est vrai ça. Toutes ces questions touchent à quelque chose de beaucoup plus profond. Sommes-nous libres de changer le cours du temps? Ou alors vivons-nous dans un monde déjà écrit, qu'aucun trou de verre ne pourra jamais altérer? Et si le passé est modifiable, alors nous avons un pouvoir incroyable. Mais s'il ne l'est pas, alors même nos voyages dans le temps ne sont que des illusions de choix. Et si les trous de verre existent, alors peut-être que l'univers a déjà prévu de nous empêcher d'en abuser. Et ce, par des lois qu'on ne comprend pas encore, par des paradoxes qu'on ne pourra jamais franchir. Bon, je dis beaucoup de choses ici, donc on va faire un petit point. Les paradoxes temporels sont une barrière majeure à la possibilité réelle des voyages dans le passé. Ils menacent la cohérence même de la réalité. Et pourtant, certains modèles comme celui de Novikov proposent qu'il pourrait y avoir des boucles temporelles cohérentes, sans contradiction. D'autres théories vont encore plus loin, suggérant qu'il n'existe pas un seul univers, mais une infinité de versions alternatives, où chaque scénario pourrait se réaliser. Mais en l'état, tout ça reste hautement spéculatif. La physique actuelle ne s'est pas encore tranchée. Et peut-être que le gros mystère, ce n'est pas le temps, mais ce qu'on est vraiment capable d'y faire. Bon, maintenant qu'on a traversé ce voyage un peu flou à travers l'espace et le temps et les paradoxes, on va faire un pas en arrière. On va prendre une grande respiration et se poser les vraies questions. Est-ce que les trous de verre temporels sont possibles? Et surtout, qu'est-ce que ça nous apprend sur la réalité? Bon, nous on a commencé en évoquant la fascination humaine pour le temps. Ce désir presque universel de le remonter, de le ralentir et de le tordre. La science-fiction nous parle sans arrêt dans Interstellar, Tenet, Dark, etc. Mais derrière ces fictions, il y a une vraie question physique. Et cette question prend tout son sens quand on comprend que le temps est une dimension au même titre que l'espace. Il peut être courbé, ralenti, contracté. En tout cas, c'est ce que nous dit la relativité. Ensuite, on a découvert les trous de verre, ces hypothétiques tunnels dans l'espace-temps, décrits par Einstein et Rosen et plus tard baptisés wormhole ou trous de verre. Des raccourcis, des ponts, qui pourraient relier deux points de l'univers ou deux époques. Mais là, tout bascule. Parce que si on peut désynchroniser les deux extrémités, alors on ouvre la porte à un voyage dans le temps. Et là, les choses deviennent très sérieuses. Tout simplement parce que, aussi fou que ça puisse paraître, la relativité, avec sa fameuse dilatation du temps, permet ce genre de décalage. Une bouche reste sur Terre, l'autre voyage à grande vitesse, et hop, elles ne sont plus alignées dans le même présent. Tout ça, bien sûr, en admettant que le trou de verre reste stable. Parce que si on prouve qu'un trou de verre peut être stable, alors on aurait littéralement une porte vers le passé. Une machine à remonter le temps, made in Einstein. Mais évidemment, et c'est là que la réalité nous rattrape. Pourquoi? Eh bien, parce que comme on l'a vu, sur le plan mathématique, tout fonctionne. Les équations le permettent, mais sur le plan physique, ça coince. Les trous de verre s'effondrent instantanément dans presque tous les cas. Ils tiennent pas. Et pour les maintenir ouverts, il faudrait une matière exotique, avec une énergie négative comme celle vue dans l'effet Casimir. Mais cette matière, on ne l'a jamais observée à grande échelle. Et en plus de ça, des physiciens comme Stephen Hawking pensent que l'univers se protégerait de toute tentative de créer des boucles temporelles, avec sa conjecture de projection chronologique. Autrement dit, la nature elle-même interdirait les paradoxes. Et même si on forçait un passage, les paradoxes temporels seraient toujours là pour nous rappeler que jouer avec le passé, c'est aussi jouer avec la cohérence logique. Tuer son grand-père, créer une boucle qui s'annule, ou au contraire, tout ce qu'on fait dans le passé a déjà eu lieu. Certains modèles, comme celui de Novikov, tentent d'imposer une logique stricte. Pas de contradiction possible, tout est cohérent. Vous pouvez voyager, mais jamais changer l'histoire. D'autres vont encore plus loin. Peut-être qu'à chaque modification, on crée une branche parallèle, un univers alternatif, qui suit une autre ligne temporelle, un multivers.
Mais là, on est à la frontière floue entre la science et spéculation pure. Comment on fait du coup? Eh bien pour savoir ce qu'il en est vraiment, il nous manque encore une pièce maîtresse. Une théorie de la gravité quantique, comme la théorie des cordes ou encore la gravitation quantique à boucle. Une physique capable de décrire les trous de verre, non seulement en relativité, mais aussi à l'échelle quantique, où tout devient flou, incertain, et peut-être plus flexible qu'on ne le pense. Peut-être qu'un jour, en comprenant mieux la structure de l'espace-temps, on découvrira que les trous de verre sont possibles, ou au contraire, qu'ils sont de pures illusions mathématiques, comme des raccourcis dessinés sur une carte, mais qui ne mènent nulle part. Parce qu'au fond, ce qui rend ce genre de sujet passionnant, ce n'est pas seulement de savoir si on pourra un jour remonter le temps, mais c'est qu'il nous oblige à regarder en face. Il nous force à nous demander qu'est-ce que le temps, vraiment? Peut-on le contrôler ou est-ce que le futur est déjà écrit ou encore ouvert? Et puis, on touche aussi à quelque chose de très humain. Le regret, la nostalgie, le désir de savoir, la peur de l'avenir, l'envie de changer le passé, de sauver quelqu'un ou de refaire un choix, etc., etc. L'une vous emmène vers le passé et l'autre vers le futur. Quelle époque choisiriez-vous? Que voudriez-vous voir? Changer, comprendre. Est-ce que vous oseriez seulement y aller? Dites-moi tout ça en commentaire. De mon côté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si le sujet des univers miroirs vous intrigue un petit peu, eh bien je vous mets cette vidéo juste ici. Elle vous a beaucoup plu, donc je pense qu'elle peut vous plaire. Sinon, je vous mets une playlist ici, c'est le meilleur de l'astronomie. Vous avez juste à cliquer et à lancer la playlist sans prise de tête. Et vous allez voir, vous allez kiffer. Dites-moi où est-ce que vous partez en vacances en commentaire, ça m'intéresse. On se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Zebrolos. À bientôt.